À la fin des années 80, la diversité était de mise en matière de jeux de sport. VTT, surf ou beach volley, de nombreuses disciplines étaient représentées. Mais celle dont il sera question aujourd'hui est d'un autre calibre. Une activité hors norme qui nécessite des réflexes et des nerfs d'acier. Les sportifs les plus aguerris l'auront compris, il s'agit bien sûr de air hockey et de son représentant vidéoludique le plus marquant, Shuffle Puck Café. En 1988, le développeur Christopher Gross sort Shuffle Puck, un simulateur de air hockey sur ordinateur Macintosh. Présenté en vue subjective, le joueur y contrôle une raquette avec sa souris afin d'envoyer un palet glissant dans les buts de l'adversaire. Chaque joueur ne peut frapper le palet que dans la zone délimitée par un quadrillage sur sa zone de jeu. Une vitre à briser dans chaque camp fait office de but. Rebonds sur les rebords du terrain et effets de balle sont possibles et conseillés pour qui voudrait remporter un échange. Sur cette première version du jeu, il était possible de choisir le nombre de points nécessaires pour remporter le match, la taille de la raquette ainsi que la profondeur de l'aire de jeu. Il était surtout possible de paramétrer en détail l'intelligence artificielle de l'adversaire, que ce soit sa vitesse, la puissance de ses coups, de ses services ou encore son agressivité dans l'utilisation des rebonds. Voulant profiter des possibilités offertes par cette customisation de l'IA pour rendre le jeu plus intéressant, Christopher Gross sort peu de temps après une nouvelle version de son jeu, toujours en noir et blanc sur Macintosh, qu'il appellera Shuffle Puck Café. Cette version sera distribuée internationalement par la compagnie américaine Broderbund Software. Inspiré de l'ambiance de la cantina de Star Wars, Shuffle Puck Café propose aux joueurs de battre 8 adversaires au look hétéroclite, individuellement ou successivement, pour tenter de remporter un tournoi. Venir à bout d'un adversaire impliquait obligatoirement de marquer 15 points avant lui. Le jeu ressortira sur Atari ST et Amiga dans une version 16 couleurs, au graphisme retravaillé. Les designs plus travaillés rappellent l'illustration que l'artiste Gary Rödel avait réalisée pour la couverture du jeu. Le jeu se dote de quelques lignes d'histoire dans son manuel. On incarne un représentant de commerce intergalactique dont le vaisseau est tombé en panne et qui doit réussir à appeler un dépanneur à l'issue du tournoi de Shuffle Puck Café. Ce tournoi comporte donc 8 adversaires de difficulté croissante. Skip Finney est un binoclard humain qui semble lui aussi égaré et ne posera aucune difficulté. Vizin Orb est un petit extraterrestre timide dont la principale caractéristique est qu'il commence souvent ses services par des balles ricochets. Vinny est un autre extraterrestre et le premier à avoir un service correct et à savoir renvoyer des balles. Lexan est un lézard en costard très doué au début, mais dont le goût pour le champagne lui fait progressivement perdre tous ses moyens. Eneg Doutrop, également appelé le général, est un cochon en costume militaire plutôt ardu, car adepte des services violents et des balles rebondissantes puissantes. Son nom est en fait une inversion de celui de Gene Portwood, un des développeurs de cette version du jeu. Nereal Tual est un personnage encapuchonné dont la particularité est de copier la puissance des balles qu'on lui envoie. Une seule solution pour le vaincre, jouer le plus mollement possible puis le surprendre avec une balle très puissante. Lui aussi est nommé d'après un membre de l'équipe du jeu, en l'occurrence Lauren Elliott, plus connu en tant que co-créateur de Carmen Sandiego. La princesse Beijing est une excellente joueuse, dont les surprenants services utilisent la télékinésie. Leur son indiquera toutefois de quel côté la balle va arriver. Enfin, Biff Raunch est le champion de Shuffle Puck Café. C'est un biker bourru dont la puissance et l'agressivité fera rager la plupart des joueurs. S'il remporte ce vrai challenge, le joueur pourra laisser son nom en haut du tableau des scores. Au cours d'un tournoi, il est possible de sauvegarder sa progression, mais pour éviter toute triche, le match en cours reprendra à 0 partout à chaque chargement. Il s'agira donc pour le joueur de s'améliorer à la dure, soit en jouant des matchs individuels, soit en s'entraînant contre le droïde DC Free, programmable à loisir via les mêmes paramètres que l'on trouvait dans le Shuffle Puck d'origine. En plus de l'ajustement de la taille de la raquette, il était aussi possible d'ajouter un obstacle mobile au milieu du terrain afin de pimenter la partie. Cette version couleur marquera les esprits de beaucoup de joueurs Atari et Amiga, mais ne sortira jamais officiellement sur ordinateur Apple. La fuite d'une version bêta du jeu entraîna l'annulation de sa sortie sur cette plateforme. Une version en plus haute résolution sortira en 1989 au Japon sur ordinateur Sharp X68000 et NEC PC98.
Malheureusement, cette version n'utilisera pas les graphismes de la version Atari, mais ceux de la version Mac, modifiés et colorisés pour l'occasion, pour un résultat pas toujours du meilleur effet. Chaque personnage fait désormais l'objet d'un écran de présentation avant chaque match. Tous conservent leurs caractéristiques propres, avec quelques petites différences. Les services télékinésiques de la princesse Beijing, devenue blonde, semblent maintenant liés au clignotement de son diadème. Quant à Nerual, son look est en quelque sorte le chaînon manquant entre sa version d'origine et sa future apparence sur Famicom. Enfin, cette version propose 2 adversaires supplémentaires inédits. Saming Lolan, une sorte d'autruche à chapeau ne présentant pas de difficulté particulière, et Bongo Banger, un extraterrestre au look improbable qui, malgré son aspect comique, se débrouille plutôt bien. Côté son, on retrouve la plupart des samples présents sur la version Mac. Malgré sa difficulté, cette version très complète reste plaisante à jouer, et seuls quelques bugs ainsi que son esthétique discutable peuvent constituer un repoussoir auprès des joueurs connaissant déjà la version occidentale. Le jeu fera l'objet d'une adaptation sur console en 1990 sur la Famicom de Nintendo. Sortie uniquement au Japon, cette version est dotée d'une introduction en anglais reprenant l'histoire du jeu. On y retrouve les 8 adversaires d'origine dans un style plus kawaii. Comme sur PC 98 et X68000, chacun d'eux se voit doté d'un écran de présentation avant chaque partie. Au niveau des différences, on constate que Lexan n'est plus vraiment sensible à la boisson qu'il ingère, que Nerual a désormais l'apparence de la grande faucheuse, et que la princesse Beijing est devenue redoutable avec des services en coin complètement aléatoires. En tournoi, il était cette fois possible de continuer sa progression à l'aide d'un code donné à chaque game over. La difficulté de l'ensemble des adversaires rencontrés a été revue à la hausse, d'autant qu'ils ont souvent perdu les particularités qui permettaient de les vaincre plus facilement sur la version micro. Il faut aussi dire qu'utiliser le pad pour diriger un palais en perspective n'est pas des plus ergonomiques, même en disposant de 2 vitesses de déplacement via un bouton. Mais si Shufflepuck Café n'a pas connu un gros succès, il ne fait aucun doute que le jeu de Broderbund a marqué, par son humour et l'originalité de ses personnages, les joueurs qui s'y sont essayés à l'époque. Pourtant, après un autre jeu de casse-briques en perspective, Shatterball, sorti en shareware sur Mac en 1993, son auteur Christopher Gross semble avoir abandonné le développement de jeux vidéo. Récemment, les Français du studio Agartha ont rendu un hommage appuyé au jeu en sortant Shufflepuck Cantina sur mobile, PC et même VR. On y retrouve grosso modo la même histoire de naufragés de l'espace, plus d'options de gameplay, de customisation et d'adversaires, et plusieurs clins d'œil appuyés aux personnages du jeu d'origine et même à sa musique. Une preuve supplémentaire que le air hockey virtuel est décidément intemporel.